Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, la mise à jour de la crise de la récolte des homards en Nouvelle-Écosse, le code de représentation de la nation Huron-Wendat et le manque de crédibilité du Bureau des enquêtes indépendantes. Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je vous présente le bulletin de nouvelles de mon appartement car je suis dans une zone rouge. Il semblerait que la crise liée à la pêche au homard des Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse s'est apaisée, mais plusieurs demeurent sur leur garde et pensent que les hostilités avec les pêcheurs non autochtones pourraient reprendre à tout moment. Angel Moore fait le point. Tout a commencé avec des protestations qui ont dégénéré rapidement. Vandalisme, bataille, puis finalement incendie criminel. La violence manifestée par des pêcheurs non autochtones pour arrêter les activités d'une entreprise de pêche gérée par les Mi'kmaq a été brutale. Mais qu'importe les répercussions, Levi Paul Sr. continue de pêcher. And we're going to continue it. We're not going to stop. We've been here first, we'll be here last. And I can guarantee you, Sipekne'katik is not going anywhere. We're here to stay. Bien que la Première Nation Sipekne'katik a l'intention de poursuivre sa pêche au homard, celle-ci ne ferait plus de façon commerciale. We pulled our boats out of LFA 35. We're unable to move our lobster, which is very unfortunate. The industry has us locked out. La Première Nation Sipekne'katik a tout de même obtenu une victoire cette semaine, lorsque les tribunaux leur ont accordé une injonction. Celle-ci stipule qu'aucun individu ne peut interférer avec l'activité de pêche des membres de la bande et que toute violation donnera lieu à une arrestation. Le membre de la communauté Robert Siliboy, dont le bateau a été incendié il y a quelques semaines, est prudent. Now that we have this injunction in place, I guess I feel a little more at ease, but we've experienced a lot of empty words, and even with a court injunction, it's going to be hard to believe until we can see. La violence a éclaté il y a un mois lorsque Sipekne'katik ont lancé leur projet modéré de pêche de subsistance. Un traité confirmé par la Cour suprême de Canada en 1989, l'arrêt Marshall, accorde aux Mi'kmaq le droit de chasser, de pêcher et de se réunir pour gagner une subsistance convenable. Mais les pêcheurs non autochtones disent que les stocks de homards sont menacés par cette activité. Siliboy espère que la violence est terminée. I think people feel a little more sense of security now that we know that the law enforcement has to stand up and charge those accountable for breaking the law. L'injonction demeure en vigueur jusqu'au 15 décembre. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, quai de Saulnier-Ville, Nouvelle-Écosse. Quelques restaurants haut de gamme de Montréal se sont engagés à ne plus servir de homard en guise de solidarité envers la communauté Mi'kmaq. Ces restaurateurs ont pris cette décision à la demande d'une femme de la communauté Mohawk de Kahnawake. Les communautés de Kahnawake et de Kanesatake se sont mobilisées rapidement en soutien aux pêcheurs Mi'kmaq. Une barricade roulante a même été mise en place au cours de la fin de semaine. Mais Garahenawi Goldleaf souhaitait aller un peu plus loin. Inspirée par les restaurants d'Halifax, elle a demandé à plusieurs restaurateurs montréalais de cesser de servir du homard pêché par les colonisateurs. Le chef David McMillan de Joe Beef a affirmé que ces 5 restaurants emboîteront le pas en guise de solidarité. Le chef Chuck Hughes a pris le même engagement envers son restaurant Garde-Manger. To me, there's always a way to show some type of support, whether it's just sharing articles or even calling restaurants yourself to try to, get involved. I had a lot of people from my community message me saying that they were willing to help to call different restaurants too to get on board, so they could have, so there could be more people reaching out to different restaurants, and I thought that was really cool. Le Bureau des enquêtes indépendantes manque de crédibilité quand il est question de faire enquête sur des plaintes formulées par des personnes autochtones. C'est ce qui se dégage de rapports faits par une observatrice civile indépendante, Lindsay Richardson d'APTN,
explique maintenant en quoi les recommandations du rapport permettront au BEI de s'améliorer à l'avenir. Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, ou BEI, est appelé à enquêter lorsqu'un civil est grièvement blessé ou tué lors d'une intervention policière. En 2020, l'organisme doit traiter plusieurs cas très médiatisés, incluant les morts de Chantel Moore et de Rodney Levi. Avant la création du BEI en 2018, il revenait au Service de police de Montréal, le SPVM, d'enquêter sur les allégations de violences policières. Mais selon un observateur civil indépendant, les forces policières ne soutiennent pas adéquatement les victimes autochtones lorsqu'une plainte officielle est déposée. Le BEI a des grandes réformes à adopter, à mon avis, pour permettre aux Autochtones de regagner une certaine confiance dans les enquêtes criminelles qui visent des policiers. Fanny Lafontaine, une avocate et professeure d'université, affirme que son récent rapport fait état du colonialisme présent au sein des services de police. Il porte sur 61 enquêtes relatives à des cas de mauvais traitement envers les Premières Nations et les Inuits, faits sur une période de 2 ans. Il formule 25 recommandations d'amélioration à apporter dans un certain nombre de domaines. Le BEI a des grandes réformes à adopter, à mon avis, pour permettre aux Autochtones de regagner une certaine confiance dans les enquêtes criminelles qui visent des policiers. Donc, je fais 25 recommandations très concrètes qui visent le Bureau des enquêtes indépendantes, plus grande transparence, publication des rapports d'enquête en protégeant la vie privée des victimes, évidemment, engagement, donc recrutement d'enquêteurs autochtones. Dans la plupart des cas étudiés, il a fallu plus d'1 an pour décider s'il y avait lieu de porter des accusations criminelles. Et bien souvent, ce n'était pas le cas. Par exemple, en 2019, on a innocenté les agents de tout acte répréhensible après la mort de Jimmy Siwak et Lee Sialuk dans une cellule de prison de Puvernotuk. Publiquement, le BEI a déclaré que la police s'est conformée à leur enquête. Mais des courriels personnels récemment obtenus démontrent le contraire. Le protocole a été violé. Lafontaine affirme qu'il est temps pour les enquêteurs de clarifier les choses. Pour essayer de renforcer le système des enquêtes lorsqu'une personne autochtone au Québec porte plainte contre un policier. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, affirme que le rapport témoigne d'un racisme systémique au sein des services de police. Et même si le gouvernement refuse d'utiliser cette expression, il ne peut pas faire fi au constat et de la justesse des recommandations de Maître Lafontaine. Elle réclame également des sanctions plus sévères lorsque les agents ne coopèrent pas. Avec Yann Lafrenière, un vétéran de la police depuis 30 ans qui dirige maintenant le portefeuille des affaires autochtones du Québec et avec plusieurs rapports sur lesquels s'appuyer, Lafontaine espère que les Autochtones victimes de violences policières pourront bientôt bénéficier d'un processus juste et équitable dès le tout début. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle du code de représentation de la nation Huron-Wendat, la structure unique électorale de la communauté de Wendake. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Vendredi sera le jour des élections du grand chef du Conseil de la nation Huron-Wendat. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous sur leur structure unique des élections. Wendake, la capitale de la nation Huron-Wendat, où l'importance de la famille n'est pas seulement écrite dans le rue, mais dans son code électoral. On peut retourner à des principes traditionnels. Korat Sioui est un des 2 candidats pour être élu comme grand chef. Cette campagne est pilotée par le Code de représentation de la nation Huron-Wendat depuis 20 ans. Sioui explique qu'il y a 8 chefs de famille qui chacune représente plusieurs familles de la nation Huron-Wendat. À tous les 2 ans, 4 d'entre eux sont en élection. Bonsoir, Mme Duchesneau. Rémi Vincent, candidat grand chef pour la nation Huron-Wendat. L'autre candidat pour grand chef, Rémi Vincent, explique pourquoi. Ça permet un transfert des dossiers peut-être un peu plus facile, parce que s'il y avait 8 personnes qui partaient d'un seul coup, bien, il n'y a plus personne qui est au courant de l'avancement des dossiers. Sioui dit que cette manière de faire augmente aussi la représentativité de toutes les familles. Parce qu'avant ça, il y avait des conseils élus, c'était 2, 3 familles, puis
Et le restant, on les voyait jamais, tu sais. Vincent dit que cela a supprimé les partis qui dominaient les élections auparavant. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des partis politiques, puis ça créait beaucoup de tensions et même des violences là, dans certaines élections. Parfait. Mais selon Rémi Vincent, tous les membres ne sont pas d'accord avec ce procédé. C'est que des fois, on peut avoir 2 excellents candidats dans une même famille, puis il y en a juste un qui peut être élu. Le grand chef, quant à lui, est élu aux 4 ans. De plus, ce qu'il y a de particulier chez les Hurons-Wendat, c'est que selon le code, tous les membres inscrits de la liste de bande peuvent voter. Chacun de nos membres a le droit fondamental de vivre où ils veulent. Vincent mentionne aussi la limitation des mandats pour le grand chef élu. Pour un grand chef, quand on arrive à la table du conseil, avec des idées, des choses à présenter, si on ne réussit pas à présenter nos idées en dedans de 8 ans ou 12 ans, de réaliser ce qu'on voulait faire, je pense que c'est le temps après de laisser la place à d'autres gens. Là. Selon Conrad Sioui, grand chef depuis 2008, le taux de participation est très satisfaisant. Je dirais que 80-85 90 ici à Wendake, je pense que ça s'est déjà vu, puis je pense que ça se voit normalement. Les élections auront lieu le 30 octobre prochain. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Presque partout au Canada, les cas de COVID sont en hausse et les communautés autochtones ne font pas exception. Les Premières Nations de l'Alberta présentent le taux le plus élevé de cas au pays. Chris Stewart d'APTN fait un compte-rendu. Selon le Service aux Autochtones Canada, il y a eu plus de 1000 cas de COVID-19 dans les communautés autochtones au Canada depuis le début de la pandémie et une douzaine de morts. Avec près de 400 cas, l'Alberta représente plus de tiers du nombre total de cas au pays. La COVID-19 est également à l'origine de 12 décès de membres des Premières Nations en Alberta. Muscatees, une communauté qui regroupe 4 nations, recense une trentaine de cas actifs. La nation Cree de Samson est la plus importante des 4 communautés. Le chef Vernon Saddleback confirme que les chiffres sont alarmants. We all knew that this was coming. This isn't a surprise. Maybe it was a surprise that it didn't hit us so hard the first time around, but definitely now our numbers have really gone up in our community, and. Le chef Saddleback souligne qu'il ne veut pas que les membres pointent du doigt ceux qui ont obtenu un résultat positif. I know for everybody in Musqueam, I guarantee you probably know someone now who's tested positive, and we all need to change our attitudes about what this virus is. If a family catches it, if a person catches it, we need to lift that stigma. We need to have a lot more compassion. La chef Marlene Poitras croit qu'après 6 mois de restrictions liées à la pandémie, les gens prennent moins de précautions. I think a lot of people are experiencing COVID fatigue. They don't want to. They're tired of staying home. The mental health issues are on the rise. So there's just a lot of issues that we continue to face. But our messages need to be consistent in terms of asking our people to continue to practice the good measures for protection. Dr. Chris Sarin est l'adjoint officier médical de santé de Service aux Autochtones Canada. Il affirme qu'il demande aux gens de suivre les pratiques exemplaires. That includes effective hand hygiene, physical distancing that must be maintained, especially in indoor settings, responding and respecting the indoor gathering size limits, which in the Edmonton area, for your information, is now recommended to be no greater than 15 people. And to recommend masking, continuous mask wearing in contexts where physical distancing cannot be maintained. Dr. Sarin affirme que l'application de ces mesures aidera à prévenir la propagation. Un reportage de Chris Stewart, les Nouvelles nationales d'APTN, Edmonton. La pandémie de COVID-19 au Québec touche le secteur économique, avec plusieurs fermetures, certains secteurs plus que d'autres. Voici un portrait sur le tourisme autochtone que j'ai préparé pour vous. La troupe de danse Sadoqua a performé pour beaucoup de personnes partout dans le monde.
Mais ces jours-ci, il ne danse plus pour personne. Tout était annulé. Donc, je dirige 22 danseurs. Donc, 100% de nos événements pour 2020 ont été annulés. C'est la saison suivante qui fait que, ouf, tu remets Steve Wado-Handic-Gros, lui, est un entrepreneur qui est propriétaire de restaurants et de d'autres entreprises. L'homme Huron-Wendat aussi œuvre dans le domaine du tourisme autochtone, mais il est frappé de plein fouet par la pandémie suite aux mesures de voyage recommandées par le gouvernement. Des gens qui viennent à Québec, mais qui n'auront pas le 2-3 jours pour pouvoir visiter notre communauté. Donc, c'est ces gens-là qu'on interpellait, nous. Et évidemment, c'était axé sur 80% de tourisme international. Il n'est pas là. Tourisme autochtone Québec est un organisme qui aide les communautés autochtones dans leurs défis et opportunités touristiques. 2, 3, 4%. Le directeur général, Dave Lavo, il est vrai que le tourisme international a pris beaucoup de place ces dernières années, mais il dit que le peuple québécois était au rendez-vous cet été. Et cela a permis aux entrepreneurs touristiques de s'adapter à une nouvelle clientèle. Il habite à côté. Donc, la durée du séjour, la façon aussi dont on va être en contact ou la façon dont les outils, finalement, de commercialisation ne sont pas les mêmes qu'on utilise, nous, sur l'Europe francophone, sur l'Asie, Bon, alors, il faut ajuster nos outils. Lavo dit que l'une des rares retombées positives de la pandémie de la COVID-19 est d'accélérer le virage numérique. Beaucoup de communautés ou plusieurs entreprises aussi qui ont, durant la COVID, fait des tests, de faire vivre leur expérience, par exemple, sur le site Internet, avec des vidéos, avec de la géolocalisation pour permettre des visites en plus petits groupes ou seulement en famille ou à l'individuel. Mais pour Gros, lui, les impacts sur le long terme l'inquiètent. On a eu une subvention salariale qui nous a aidés, mais là, au bang, on nous referme par la suite. C'est difficile parce qu'en restauration, c'est déjà difficile d'avoir des employés, et là, on remet les employés à pied. Les employés ont commencé à se trouver d'autres ouvrages dans d'autres domaines. La pandémie a amené certes beaucoup de catastrophes, mais a assurément forcé les entrepreneurs touristiques autochtones, pas seulement d'innover, mais à favoriser des rapprochements auprès du peuple québécois. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Cindy Cloutier, qui s'adonne dans ses temps libres à créer des bijoux perlés. Nous discuterons entre autres de l'appropriation culturelle. Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons Cindy Cloutier, Innu de Uashat Makmaniotenam. Elle travaille en design cuisine pour la compagnie de Chagashtur à Wahat. Durant ses temps libres, elle s'adonne à l'artisanat, elle fait des bijoux perlés et récemment, elle a ouvert une page Facebook, Enchères Artistes Premières Nations du Québec. Une page où les artistes autochtones de partout au Québec peuvent vendre leurs créations aux plus offrants. Quoi Cindy Cloutier, Quoi Sylvie Mihami. Pourquoi avez-vous décidé de créer Enchères Artistes Premières Nations du Québec? Ben, tout départ, on participait à d'autres enchères comme ceux de Maniwaki ou ceux du plus bas ou au Nouveau-Brunswick. Et on a décidé de créer aussi au Québec, juste aux artisans des Autochtones du Québec. Avoir un accès plus en français, j'imagine aussi? C'est ça, exactement. C'est pas tout le monde qui parle anglais ou communique en anglais, fait que c'est plus facile comme ça. Vous avez aussi créé une page pour les artistes enchères, accessoires, artisanat pour artistes des Premières Nations du Québec. Pourquoi? En fait, la première page a commencé à avoir beaucoup de membres. Et pour ne pas trop empiéter dans la première page des enchères qui est juste pour les arts, on a décidé d'avoir une place juste pour les accessoires, pour que ça soit disponible pour tous les gens, mais cette page-là est destinée aux Autochtones seulement.
Ce que j'ai noté, c'est que moi, pour les matériels, les gens, les artistes s'apprivoisonnent à l'extérieur même aux États-Unis. C'est peut-être pour ça aussi il y a un lien par rapport à ça. Oui, ici au Québec, il n'y a pas beaucoup d'emplacements pour les accessoires. Il y a à Wendake, il y a une boutique à Wendake. Je crois qu'il y en a aussi pas loin de Maniwaki, dans le coin à Montréal. Mais aujourd'hui, c'est comme difficile d'accès avec le COVID. Puis en agissant avec une page, aux enchères, certains artistes vendent leurs affaires, leurs produits en trop. Ça permet aussi d'avoir plus accès aux certains matériaux que certaines personnes ne savent pas où chercher. Ça donne une place ça priorise. Vous m'aviez aussi mentionné qu'Enchères Artistes Premières Nations, ça fait comme beaucoup de personnes qui ont commencé à faire des bijoux par rapport à ça. Oui, j'ai remarqué aussi que certaines personnes ont développé un intérêt à vouloir créer des bijoux ou des colliers, peu importe, avec des perles ou aussi des peintures. Ça leur donnait envie de faire créer quelque chose en sachant qu'ils pourront pouvoir le faire passer aux enchères et le vendre. Difficile des fois de trouver qu'un preneur, des fois qu'on n'est pas très, peut-être pas connu, mais au moins ça, avec les enchères, ça passe aussi facilement comme du beurre. Et je crois qu'on en a pour notre argent aussi. Que pensez-vous de l'appropriation culturelle, comme par exemple les artisanats vendus par des personnes qui ne sont pas faits par des Autochtones? En fait, je crois que c'est comme... Je crois que le but des personnes qui font ça, c'est pas dans le but de nous voler. Je crois que c'est dans le but simplement de nous rendre hommage. Mais ça donne beaucoup moins de valeur que si c'était une personne authentique, une autochtone qui l'aurait produit. Vous faites partie aussi d'un groupe de travail, je crois, avec la Commission de développement des Premières Nations du Québec-Labrador, qui aide les artistes tels que vous à faire la promotion de leur art, entre autres pour faire connaître par Internet. Qu'en est-il sorti de vos rencontres? En fait, on nous apprend à utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser les sociaux, comment aller chercher l'aide ou comment créer un besoin pour la communauté sans un but non lucratif. En fait, on participe au Startup Nation 2020 destiné aux femmes autochtones du Québec. Nous avions aussi discuté du Made in Autochtone. Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait le temps. Ça serait le temps qu'on crée le Made in Autochtone. Je crois qu'on a le droit. On est beaucoup à créer, beaucoup d'artistes. On en a partout au Québec, même dans le Canada au complet. Ça serait bien qu'on ait notre étampe là-dessus. Yamé. Yamé, Jean. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.